Bien, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui nous accueillons Éric Lacombe qui va nous parler de visualisation d'activités scientifiques, puisque la thématique aujourd'hui va parler plutôt d'organisation d'une équipe scientifique avec en ligne de mire comment visualiser et permettre la collaboration ou être incité à cette collaboration. Et d'autre part, on va parler d'évaluation et surtout d'auto-évaluation liée à notre activité scientifique dans le cadre des évaluations HCERS. Donc, l'organisation est la suivante. Dans un premier temps, voilà. On va parler d'une thématique qui est celle de la collaboration et dans un deuxième temps de l'auto-évaluation. Au quotidien, nous avons en termes de travail beaucoup d'activités de terrain. Nous collaborons à différents niveaux et puis tout à coup arrive au bout de 5 ans, des fois de 2 ans, des fois de 8 ans, une évaluation HCERS qui nous demande de l'auto-évaluation. Et c'est dans ce cadre-là que les travaux menés avec Éric Lacombe permettent de questionner à la fois nos activités, mais de les mettre en parallèle avec une dynamique d'auto-évaluation, non plus à un moment donné, mais dans une continuité d'activité telle qu'on peut l'avoir au sein d'une équipe. Donc, on parlera de collaboration, on parlera d'évaluation, et cela autour de trois parties. La première, on va reprendre ce que c'est que la collaboration et l'auto-évaluation au sein d'une équipe scientifique. Dans un deuxième temps, Éric nous présentera un outil de visualisation qui permet de voir l'activité d'une équipe, mais dans son sens large, pas exclusivement les publications de l'équipe. Et dans un troisième temps, on reprendra des questionnements et je vous solliciterai pour savoir si l'outil proposé convient et dans quelle mesure il peut être bien sûr amélioré et faciliter notre travail au quotidien d'animateurs d'équipes scientifiques et bien sûr lié à l'évaluation. Mais tout d'abord, première partie, la collaboration. Donc, en tant que chercheur, qu'il soit doctorant, enseignant-chercheur ou chercheur, il passe beaucoup de temps à collaborer. Alors, nous réalisons des publications, ça c'est la plus grande activité. Nous la rédigeons, cette publication, nous la diffusons sur des réseaux sociaux. J'aurais pu mettre réseaux sociaux sur le diaporama. Mais aussi, et ce n'est pas le seul, plein d'autres activités. Nous rédigeons des projets. Nous les déposons. Nous rencontrons des terrains avec des acteurs de ces terrains. Et nous réalisons des bilans, des avancements d'activités. Par ailleurs, nous avons des activités liées à l'expertise. Alors, nous faisons régulièrement des réponses à appel à projets. Nous sommes régulièrement évalués par la HCERS, les ANR, des projets européens. Et nous communiquons. Nous réalisons des communications scientifiques, des articles, des thèses. Et tout ça au quotidien, sans forcément qu'il y ait une trace intégrale tout au long de cette période d'HCERS, d'étapes plus particulièrement censées être plutôt des appels à projets et puis par ailleurs une communication. Tout cela se fait dans une dynamique constante qu'on ne maîtrise pas forcément et qui nous semble important de maîtriser pour pouvoir le présenter. On a dans le numéro 4 des organisations à manifestation. Donc, nous rédigeons, lorsque nous organisons des manifestations, des appels à contribution, des appels à participation. Nous rédigeons des projets avec des budgets et nous faisons des rencontres lors de ces manifestations, des rencontres orientatrices, je dirais, c'est-à-dire qui nous permettent de nous projeter sur une prochaine manifestation ou une prochaine publication. Cinquième point, nous avons des responsabilités pédagogiques et administratives. Certains sont chargés de mission, d'autres responsables de formation. On a aussi des mandats de responsables d'équipe, d'unité. Et on sait très bien que ces responsabilités-là nous prennent du temps. Mais d'un autre côté, elles sont génératrices d'activités que nous remettons en cause dans nos publications et dans nos rencontres et dans nos organisations de manifestations. Donc, on peut tout à fait se poser la question, comment ces responsabilités pédagogiques interviennent dans nos activités scientifiques de publication et d'appel à projets.
On a aussi des mémoires que nous suivons, mais aussi des thèses avec un accompagnement individuel sur des suivis d'activités tout au long d'une thèse, qu'elle dure 3 ans ou 5 ans. Nous menons de front des co-encadrements, où on va dire du conseil, où nous aidons les individus, peu importe qu'ils soient en master ou en doctorant, ou même des fois au niveau doctorat, après le doctorat, sur des orientations professionnelles. Nous animons des réunions et nous signons des conventions. Nous les rédigeons, nous les mettons en forme et nous les construisons dans une dynamique, toujours celle de l'individu, du chercheur, mais aussi celle d'une équipe et d'une unité. Et enfin, je dirais que nous menons en parallèle des veilles scientifiques. Alors, nous avons des publications qui nous sont arrivées, des notifications de publication, des citations, mais nous avons aussi des appels à manifestation avec des mails de diffusion des associations. Et enfin, nous avons des solutions industrielles qui arrivent et que, en tant que chercheurs, nous devons questionner sur ces apports scientifiques, mais aussi comment intégrer une activité industrielle dans cette dynamique scientifique. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que nous collaborons à différents niveaux et tout cela ne prend pas forme de manière identique. Nous avons des résultats, alors ils peuvent être positifs ou négatifs, c'est-à-dire par exemple les publications, qui n'a pas été rejeté d'une publication et qui l'a proposée dans une autre publication. Cela dit, cette activité-là, même si elle n'a pas donné lieu à une publication officielle, on a pris le temps de la rédiger et de la transmettre. Donc, on va dire que c'est une activité tout à fait positive en termes de réflexion, que ce soit pour nous ou pour l'équipe. Nous menons à bien des mémoires et des thèses qui, eux, ont une finalité. Donc, il y a un suivi et il y a une obtention, pour ne pas parler d'abandon pour l'autre côté. Et enfin, on a des projets que nous avons menés avec des appels à projets qui, des fois, là aussi, n'ont pas forcément donné lieu au projet lui-même et des financements. Et puis, de notre côté, nous avons plein d'autres activités que j'ai reclassées, c'est-à-dire l'activité d'expertise, celle de veille scientifique, de responsabilité, d'organisation. Eh bien, là, on peut se poser la question, est-ce que lorsque nous sommes évalués, est-ce que ces aspects-là sont réellement visibles? Est-ce que le temps que nous avons alloué à ces activités-là, est-ce qu'elles ne mériteraient pas plus de place dans les évaluations que nous menons? Tiens, on reparle donc, après la collaboration, de l'évaluation HCERS. Donc, cette évaluation, elle est complexe parce que théoriquement, alors c'est un extrait de ce que le ministère présente, elle sert au mieux les intérêts des unités. Elle se base sur une méthodologie éprouvée. Elle s'inspire des meilleures pratiques internationales. Elle connaît chaque année des améliorations engagées. Est-ce qu'on peut penser de cette phrase-là qui nous est présentée comme étant l'objectif de cette évaluation? Elle se met en place, cette évaluation HCERS, en 2 processus complémentaires. Dans une première partie, nous mettons en place au sein d'une unité une auto-évaluation qui permet de qualifier la trajectoire et le développement de l'unité sur les 5 dernières années. Et un petit peu plus tard, nous avons une évaluation externe, une personne qui vient et qui se propose de faire un bilan avec nous, avec un côté extérieur d'une construction personnelle. C'est une vision de la situation professionnelle à la fois de chacun des chercheurs, mais de manière plus globale de l'unité, en se posant des questions sur comment on va pouvoir se projeter. Toujours dans le cadre de l'HCERS, on nous demande de fonder une stratégie future en matière de formation et de recherche. On nous demande aussi de mettre en place des procédures qui permettent des comparaisons entre les services, entre les unités, entre les équipes, entre les universités. Et on nous demande aussi de réfléchir sur des prises de décision, c'est-à-dire que cette évaluation doit permettre d'attribuer des moyens financiers, des habilitations pour des formations, des labellisations. Donc, on peut se poser la question, là encore, quelle est la visibilité de ces aspects-là? On a les trois prochains niveaux, c'est se proposer des informations utiles pour l'orientation de nos étudiants. Moi, je vous renvoie la question, est-ce que nous sommes, lorsque nous sommes évalués par l'HCERS, est-ce qu'on se pose
cette question? Est-ce qu'on se pose la question des informations utiles pour le choix de l'orientation de l'étudiant, qu'il soit en master ou qu'il soit docteur? Et bien sûr, on a un besoin de répondre à des attentes industrielles, à des entreprises. Donc, il s'agit toujours de rendre compte lors de cette évaluation HCERS d'une intégration professionnelle à la fois des entreprises dans nos murs, mais aussi de nos travaux dans nos murs qui iraient plutôt vers une activité professionnelle d'entreprise. Et enfin, on peut se poser la question de la visibilité de nos activités par rapport à la société civile. Nous menons en parallèle de nos activités de publication scientifique des activités de valorisation. On peut parler de la fête de la science, mais on peut aussi parler de dispositifs tels que des brevets ou des dépôts de programmes qui permettent aux unités de se développer et de trouver leur place dans le monde industriel. Excusez-moi, le problème technique. Pour terminer, on peut se poser la question du dossier HCERS. Donc là, je me suis permise de reprendre l'activité, le dernier bilan que nous avions fait, l'activité du dernier plan. Donc, on nous demande une présentation de l'unité, les effectifs, des politiques scientifiques, des écosystèmes, de la recherche de l'unité, comment elle s'intègre dans une dynamique locale, nationale et internationale, mais aussi des activités liées aux scientifiques purs avec des faits marquants. Certains d'entre nous se sont posé la question, et moi la première, comment donner ce label de fait marquant à une publication plutôt qu'une autre? Ce n'est pas si facile que ça. Avons-nous vraiment tous les outils qui permettent l'identification de ces faits marquants? Et enfin, une dynamique autour de l'organisation et de la vie de l'unité, où on y introduit le pilotage, l'animation de réseaux de référents, des propriétés intellectuelles et l'intelligence économique, auxquelles nous devons répondre et qui, en tant que responsable d'équipe, ce n'est pas si facile que ça, à la fois de trouver les idées, de les organiser pour répondre à toutes ces différentes rubriques. Et enfin, sur le dossier HCERS, on doit se projeter. On doit identifier sur la partie gauche des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces. Et puis, hop, on passe dans les 5 prochaines années, on structure, on oriente et on doit mettre en place une hiérarchie dans nos activités et dans, on va dire, l'aspect humain pour permettre un développement, on va dire, pensé en amont d'une dynamique globale. Donc, comment peut-on réaliser ce passage entre une réflexion, on va dire, d'état des lieux sur les 5 dernières années, sur quelque chose qui serait futur, auquel on ne fait que des suppositions et qui reposent généralement sur des hommes, ou la perception de ces hommes-là, pardon. Donc, on est sans cesse évalué et puis évaluateur. Donc, on est évalué, par exemple, dans le cadre de l'HCERS, mais nous sommes aussi évaluateurs. Donc, cela nous met perpétuellement en tension entre trouver des indicateurs, les interpréter et donner à ces indicateurs une dynamique qui permette non pas de, on va dire, de sanctionner les équipes ou de construire avec eux quelque chose qui est d'ordre du passé dans une continuité, mais plutôt de les projeter dans une dynamique plus globale et plus intéressante selon nous, qui est celle d'introduire les doctorants, les nouvelles thématiques et bien sûr les éléments de mode ou les éléments émergents d'une équipe scientifique. Donc on est en tension permanente et cette situation génère beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, de la fragilité par rapport à l'équipe et sa dynamique. Mais nous proposons dans le cadre de cette présentation une réflexion plus, on va dire, plus objective sur la manière de rendre compte de nos activités. Donc pour cela, je laisse la parole à Eric qui va nous présenter une autre façon de voir cette dynamique HCERS de bilan et d'activité. Dans un premier temps, autour d'une modélisation qui fait apparaître des grains d'information et après une application informatique qui nous permet en temps réel d'avoir l'intégralité de l'activité d'une équipe. Bonjour à tous et à toutes et merci de cette invitation. Donc, je vais effectivement proposer, même plus qu'un outil, une nouvelle méthode d'organiser l'information
pour répondre aux problématiques exposées par Christa. Je vais commencer sur un premier point qui est la problématique de la collaboration. Alors, j'ai schématisé cette problématique de la collaboration en la mettant en parallèle à un autre mode de fonctionnement qui est la compétition. Aujourd'hui, on connaît une théorie de l'évolution, celle de Charles Darwin, qui est basée principalement sur la compétition et qui se modélise en deux temps: reproduction, compétition, sélection naturelle. Et finalement, cette sélection, on la voit très quotidiennement. Je dirais que c'est la tendance de l'école. On va sélectionner des éléments qui vont pouvoir prendre des responsabilités. Et on la voit aussi dans le monde de l'entreprise où on va sélectionner, mais cette fois-ci, on va sélectionner des collaborateurs. Et finalement, ce mode compétition est assez favorisé dans le fonctionnement de nos sociétés, alors qu'on peut le mettre en parallèle à un autre mode de fonctionnement, la collaboration. Et en fait, il existe une deuxième théorie de l'évolution qui est apparue simplement 10 ans après celle de Darwin, mais qui est beaucoup moins connue et qui s'appelle la théorie endosymbiotique. Alors, que présente cette théorie endosymbiotique? Finalement, le symétrique de celle de Darwin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un processus reproduction, compétition, sélection, on a sélection, collaboration, reproduction. Alors, je cite Lynn Margulis, qui est effectivement, c'est pas elle qui est à l'origine de cette théorie, mais c'est elle qui l'a relancée dans les années 60 et qui la met finalement vraiment en parallèle à ce mode de compétition. Donc, si aujourd'hui la compétition est favorisée, la collaboration nous apparaît absolument nécessaire, en particulier pour faire face aux plus gros défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est le dérèglement climatique. Donc, finalement, la sélection, c'est diviser pour mieux régner, et la collaboration, c'est l'union fait la force. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'une devant l'autre, mais surtout de les remettre au même niveau. Alors, pour ça, finalement, ce que je propose, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire retrouver du sens dans cette gestion de nos activités, une gestion de l'information en général, et je m'appuie là-dessus sur l'organisation de l'information, en prenant le terme d'organisation dans son double sens, à la fois comme structure, on va parler d'organisation comme structure organisée, et d'organisation comme processus. Ce que je propose concrètement, c'est de travailler non pas comme on le fait depuis un certain nombre de siècles sur le concept de page qui est très adapté finalement à l'humain. On lit des pages, on produit des pages. Il n'y a qu'à voir le début de l'Internet. Finalement, on a créé des pages web, on a créé des courriers électroniques. Donc, l'humain est attaché à la page, alors que la machine, elle, utilise de la donnée, des fragments les plus petits possibles d'informations. Et finalement, entre page et données, j'ai constaté qu'il manquait un élément qui serait ce que j'appelle graine d'information, qui est un ensemble de données qui font sens pour un humain et qui permettent finalement de composer l'équivalent de pages. Ces graines d'information, finalement, en les mettant en relation, on va pouvoir co-construire un point de vue commun à partir de points de vue individuels, puisque les schémas, ces réseaux de graines, finalement, peuvent être créés par différentes personnes. Et le point de vue commun, finalement, cherche à atteindre une forme de résonance. Alors, concrètement, voici
une grille de lecture de ces graines d'information. Je vais présenter 2 grilles de lecture, et ça, c'est la première qui date de 2015, qui est antérieure à mon travail de recherche qui m'a conduit à présenter une thèse l'an dernier. Ces graines d'information vont finalement permettre de décrire qui fait quoi sur 3 niveaux. Donc, qui fait quoi? C'est un processus de transformation. Processus de transformation, on a au niveau central un acteur qui peut être une personne, qui peut être un animal, qui pourrait être, pourquoi pas, un robot autonome, une entité agissante. Le fait va se traduire par un événement, par une rencontre, par une expérience. Pour donner un exemple concret, cette présentation aujourd'hui, c'est une rencontre. Donc, une rencontre auquel nous pouvons relier des personnes qui sont en présentiel dans cette salle, donc Bruno Bonnu et Christa Pellissier et moi-même, et les 9 participants, enfin les 6 participants qui sont en ligne. Donc, on a au total 9 personnes reliées à cette rencontre. La troisième unité est le quoi, donc la ressource, la réalisation, le document, l'œuvre. Typiquement, la présentation est une ressource en elle-même. Donc, on a un qui fait quoi modélisé avec 3 graines. Si on monte au niveau supérieur, finalement, un point de vue macro externe, on va pouvoir considérer la ressource va donner naissance à la notion de service, de procédure, d'équipement, d'instruments, d'outils, de méthodes, où on va répéter, on va pouvoir produire des multiples ou utiliser de multiples ressources. Je donne l'exemple d'un livre. Un livre, c'est une entité en tant que telle, mais si on veut fabriquer des livres, si on veut louer des livres, vendre des livres, on va créer des services autour, des services de diffusion de l'information, des services de formation, et donc on a cette notion, cette 4e notion, la notion de service. Si on fait la même chose avec l'événement, la rencontre, si on associe un ensemble de rencontres, on va créer une unité de sens qui va être un projet en tant que gestion de projet, un programme, un chantier, une mission. Finalement, ce sont des termes que je vais rassembler sous une même graine pour désigner cette 5e notion. Et il en est de même pour les personnes. On va pouvoir créer des équipes en rassemblant des individus, mais pourquoi pas des individus et d'autres entités agissantes. On pourrait avoir des automates. Et on va créer ainsi une équipe 6e élément. Si maintenant on inverse cette vision et que l'on fragmente au lieu de multiplier, au niveau du qui, on va retrouver la notion d'aptitude, de capacité, de fonction, de rôle. Et un individu pouvant avoir une multitude de rôles, mais également une équipe peut avoir un rôle, un service peut avoir un rôle. Donc, on voit que ces différentes entités vont pouvoir être reliées de multiples façons. Je termine avec les 2 derniers, le 8e étant l'action, la commande, l'instruction, la tâche, donc une unité élémentaire à rapprocher de l'événement et à rapprocher du projet. Et enfin, le dernier et non des moindres sera le but, l'intention, l'idée, la valeur, qui va être associé aux autres graines d'information. Alors là, je fais une petite remarque sémantique, c'est que si je prends la notion de projet peut se projeter sur à la fois la graine projet dans le sens programme
ou projet dans le sens intention. Et on retrouve toute la difficulté de gestion, de la polysémie des termes. C'est pour ça que finalement, ces graines d'information, je vais les appeler avant tout par leur numéro, sachant que selon le domaine d'application, on va pouvoir avoir des termes fort différents. Ces 9 graines concrètes, que j'appelle concrètes, qui sont des descripteurs, sont à rapprocher d'une graine abstraite qui sera le concept, la catégorie, le mot-clé, le thème. Je vais prendre un exemple très simple. Si je parle de musique, c'est avant tout un concept ou une catégorie. Et puis en musique, je vais pouvoir parler de jazz, qui est un autre concept relié au précédent. Mais si je parle concrètement d'un musicien, d'une personne en particulier, prenons par exemple Don Cherry, un des pères de la world music. Donc c'est une personne qui a une capacité particulière, donc qui a un rôle de musicien et qui pourra même qui était trompettiste à la base, donc il a une fonction de trompettiste. Voilà, donc ça c'est la première grille avec ces unités élémentaires qui vont permettre de décrire une situation. Je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement sur la deuxième grille. Ce sont exactement les mêmes entités, mais présentées d'une autre façon. Et ça, c'est mon résultat de recherche dans l'organisation de l'information, où finalement, ces différentes graines sont issues sont à l'intersection de 3 attracteurs de transformation et 3 entités organisationnelles. Ces attracteurs de transformation, je les modélise aujourd'hui par des opérations mathématiques. Et il en est de même pour les entités opérationnelles. Finalement, ces graines vont être à l'intersection de ces 3 x 3, 6 opérateurs, ce qui va nous produire des axes. Et ces axes sont des focus sur... les graines sont des focus sur ces axes. Je ne vais pas détailler ce modèle, hein, il est dans une thèse disponible en ligne, mais simplement pour montrer que finalement, c'est un modèle qui est assez, aujourd'hui, hein, qui est, je pense, assez universel et qui va fonctionner dans un nombre de cas très important, ce qui me permet d'avoir le même modèle pour décrire aussi bien une organisation en tant que telle, qu'une production, qu'un projet. Et c'est ce que je vais vous montrer concrètement avec un exemple appliqué au laboratoire Lumin. Je termine avant de cette présentation pour vous montrer ce design de la transformation de l'organisation, où nous avons en haut un champ de transformation avec 3 attracteurs, en bas un champ organisationnel avec 3 entités opérationnelles, et à l'intersection de ces 3 x 3, c'est 9 graines. La 10e étant un mixte de l'ensemble. Donc, on est sur un autre plan. Et ces graines sont reliées entre elles par 3 types de relations. L'une que je vais appeler le facteur de transformation, donc issu de champs de transformation. La deuxième que j'appelle accordeur de l'organisation. Et la troisième, corrélateur informationnel. Alors, le facteur de transformation fait finalement, par exemple, une graine va être transformée. Si je prends
un rôle. Une personne aura un rôle à un moment donné, pour une durée donnée, et il y aura une transformation où ce rôle va être attribué à une autre personne. L'accordeur de l'organisation, ce sont finalement les relations qui vont faire que l'organisation existe et vit. Si ces relations sont cassées, l'organisation se délite. Et le corrélateur informationnel, c'est en quelque sorte un lien faible, un lien par rapport au reste, mais un lien extrêmement important qui va faire le lien entre transformation et organisation. Alors passons à des exemples concrets d'usage de ce modèle. La démonstration que je vais faire s'appuie sur un outil qui est une base de données graph. J'ai choisi, je dirais, un outil qui est assez avancé dans les bases de données graph. C'est la base leader Neo4j. Il y a d'autres solutions qui existent. Il y a en particulier deux solutions très, très importantes, mais qui ne sont complètement privées, qui sont celles qu'utilise Facebook et celles qu'utilise Google. Ils ont chacun leur propre système de gestion des graphes. Celle-ci, je dirais, c'est le troisième acteur majeur, a l'avantage d'être open source, d'être ouvert et permet de construire par exemple, d'appliquer ce modèle. Alors, vous voyez là sur cet écran, finalement, la représentation, une copie d'écran d'un schéma du laboratoire humain, et je vais passer sur la version dynamique qui est pour vous décrire en détail cette représentation. Alors, juste le changement d'application. Voilà. Alors, avant de passer à l'humain, d'ailleurs, je vais simplement vous montrer une autre représentation qui montre la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Alors, voici deux schémas, et vous voyez qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Que représentent ces deux schémas? Le premier représente une publication. La publication, c'est la publication d'un ouvrage du colloque H2PTM, donc un colloque sur l'hypertexte qui en était à sa 15e édition. Le deuxième représente un ouvrage, mais de l'édition 2 années auparavant. Et cette représentation vous montre au centre l'ouvrage, donc que je considère comme une ressource qui est composée de chapitres. Les chapitres et l'ouvrage sont représentés par la graine ressource. Les chapitres vont être reliés à des articles qui sont au 3e niveau. Ces articles vont être reliés à des auteurs en vert qui sont producteurs des articles et en blanc des concepts, des mots-clés. Donc, vous avez une structure arborescente d'un ouvrage. Et puis, vous avez donc le colloque 2017 qui était un événement en rouge. Et à côté de ça, le colloque 2019 qui a produit un autre ouvrage avec toujours une structure semblable, des chapitres, des articles, des auteurs et des ressources.
Et finalement, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille de manière très fragmentaire, avec on va travailler sur un projet à un moment donné, sur un projet à un autre moment. Or, ce qu'il se passe en réalité, c'est que entre ces deux ouvrages, finalement, on va avoir certainement des personnes qui auront collaboré à un ouvrage et collaboré à l'autre ouvrage, donc des mêmes personnes. Et dans la représentation que je présente ici, finalement, ces personnes vont être notées deux fois. Les mots-clés, il en est de même, on va peut-être avoir des mots-clés communs. Donc, on se retrouve finalement à avoir une vision fragmentaire de notre activité. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est ne marquer qu'une seule fois les personnes communes, qu'une seule fois les mots-clés communs, et à ce moment-là, ne plus avoir deux graphes séparés, mais un seul. C'est ce que je vous montre sur une autre représentation qui est... Alors là, on va monter un petit peu en complexité. Alors, le graphe que vous allez voir là, il a la même structure que le précédent. Ce sont toujours des ouvrages avec des personnes, des articles, vous retrouvez les couleurs, bleu, vert, des mots-clés, mais vous voyez que celui-là, il n'y en a plus qu'un seul, et il est un peu plus conséquent, puisque vous avez cette fois-ci 13 numéros. Alors, je ne montre qu'une partie de ce graphe parce que pour des raisons d'affichage, tout simplement, sinon il serait encore plus fourni que ça, mais globalement, il y a qu'un seul graphe. Et vous voyez à ce moment-là qu'il y a beaucoup plus de liens que dans le précédent. Effectivement, on va avoir des personnes qui vont avoir écrit plusieurs articles dans plusieurs ouvrages, l'un en 2016, l'autre en 2018, l'autre en 2020, par exemple. Alors là, on est confronté à un problème très concret de visualisation de cette information. Mais je vais la présenter d'une façon un petit peu différente en la filtrant. En la filtrant, je vais demander uniquement les personnes. Donc, je sélectionne un seul type de graines et les personnes, et je vais demander les ressources. Donc, cette fois-ci, je vais demander les articles, personnes et articles, et je vais lui demander d'afficher cette information. Donc, ce n'est qu'une vue de ce graphe, une vue filtrée de ce graphe. Alors, si les temps de réponse sont un peu longs, c'est parce que on est directement en ligne. Excusez-moi, j'ai un temps de réponse un peu long. Voilà. Et alors là, j'ai filtré sur les acteurs et les ouvrages, mais je n'avais affiché que les acteurs. Donc, c'est pour ça que vous voyez que du vert.
Je vous demande cette fois-ci d'afficher les acteurs et les ouvrages, et c'est le schéma que je voulais vous présenter. Voilà, nous avons cette fois-ci sur 13 années une relation entre des acteurs, des personnes, des auteurs en fait, et des articles. Et là, ça devient assez intéressant puisque que voit-on? Nous voyons parfois un article, un auteur. Un article, un auteur, ça veut dire que la personne a écrit une seule fois. On voit une personne avec un ensemble d'articles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles écrits par cette personne, dont un article écrit avec un co-auteur. À l'inverse, on pourrait avoir 3 auteurs sur un article, mais ces 3 auteurs n'ont écrit qu'une fois. Et puis, vous allez voir à quelques endroits, par exemple ici, ici et là, un mini graphe dans lequel vous avez un ensemble d'auteurs qui ont collaboré entre eux pour écrire des articles, sachant que 3 auteurs ont écrit un article, mais cet auteur-là a écrit 3 articles avec 2 autres co-auteurs et ainsi de suite, et on a toute une chaîne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, si on regarde plus en détail, vous allez voir que tout ce groupe-là, finalement, c'est des membres d'un laboratoire de recherche qui, sur 13 ans, ont participé, ont coécrit ensemble. Et puis là, vous allez avoir une autre unité de recherche. Et là, une 3e unité de recherche. Vous avez en pratique l'école des mines d'Alès, vous avez l'université de Bordeaux-Montaigne, et puis un 3e groupe d'auteurs. Donc, ça montre une chose très intéressante, c'est que finalement, la collaboration, elle est très contextuelle, elle se fait en fonction finalement de la façon dont nos organisations sont définis et on est limité par l'accès par nos modes de fonctionnement qui est très fragmenté, qui est issu justement de cette approche sélective où on va constituer des groupes qui vont travailler entre eux en limitant les collaborations avec d'autres groupes. Donc, cette approche va nous permettre de montrer ses limites, mais aussi d'offrir des opportunités. Et là, je vais rebasculer sur l'humain. Alors, je vous ai montré ça pour commencer parce que ça illustrait bien cette différence, cette fragmentation. Sur l'humain, voici le prototype que j'ai fait. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer les ouvrages eux-mêmes, je vais vous montrer uniquement les membres du laboratoire. Alors, je n'ai pas intégré l'ensemble des membres, j'ai mis que les membres permanents. J'ai mis également les fonctions de ces membres, j'ai mis les groupes, c'est-à-dire les différents axes existants, les mots-clés associés aux axes, les mots-clés associés aux personnes, tout ça pris sur votre site web. Quelques projets à titre d'exemple. Voilà le graphe qui apparaît. Voilà le graphe qui apparaît. Alors, vous voyez qu'il a un peu la complexité du précédent. Ce n'est pas simplement une arborescence, puisqu'on va avoir des relations multiples. Et je vais zoomer un petit peu pour montrer ça.
Voilà, donc il y a un rôle qui est commun à l'ensemble des personnes, c'est membre permanent de l'humain. Membre permanent de l'humain, on va retrouver, rattaché à ça, Jérémy Sauvage, Arnaud Richard, Lucie Aldière, François Péréa, Laurent Ferré, Chantal Charnay, Christelle, enfin les neuf membres permanents. Je pourrais très bien, pour éclaircir un peu le graphe, masquer tout simplement ce rôle-là, hein, puisque c'est le rôle qui relie chacun. Donc j'enlève ce rôle pour voir d'autres types de relations. Les relations sont celles par rapport aux axes. On voit Christa Pellissier reliée à l'axe 1 et à l'axe 2. On voit Lucie Aldière reliée à l'axe 3, reliée à l'axe 2 et reliée à l'axe 1, reliée aux trois axes. Donc, effectivement, c'est comme on a des relations multiples entre les trois axes, ça nous perturbe un peu la lisibilité. Je vais enlever les trois axes. Je laisse simplement l'axe 2. Hein, et vous voyez que là, cette fois-ci, je n'ai plus que les personnes reliées à l'axe 2. Et on y voit un peu plus clair sur ce graphe, les personnes avec les thématiques de recherche, donc leur propre objectif, leur propre intention de recherche, les mots-clés associés aux personnes. Alors, pour Christa, nous avons l'agir participant, le tutorat. Pour Lucie, le discours, le numérique. Et là, nous voyons finalement que ces deux mots-clés sont partagés par François Péréa, alors que le mot-clé agir participant n'était rattaché qu'à Christa. Voilà, je vais encore refermer l'axe 2. Alors, toutes ces informations ont été récupérées sur le site web du laboratoire de l'humain. Et là, nous avons une présentation du graphe un petit peu différente, puisque ce n'est qu'une partie, où nous voyons finalement les différents acteurs avec les thèmes de recherche, les mots-clés associés et les responsabilités aussi qui apparaissent. Alors, je vais me recentrer sur cette partie-là. Vous allez voir ici, j'ai Bruno qui a deux responsabilités, deux notés, il y en a bien entendu d'autres, directeur du laboratoire l'humain, directeur de l'humain, donc rattaché à l'entité l'humain, et directeur d'études du Master 1, considéré comme un programme Master 1 Humanité numérique. Master 1 lui-même rattaché au Master Humanité numérique. Et le Master Humanité numérique comporte également un Master 2, dont le responsable, directeur d'études du Master 2, est François Péréa. Ce master Humanité numérique, je pourrais également voir s'il a d'autres liens rattachés. Et cette fois-ci, au lieu de refermer, je vais ouvrir. Le filtre que j'ai indiqué est uniquement sur l'humain, donc il ne va pas me montrer les autres, mais j'ai d'autres éléments qui sont associés ici, mais le filtre est restreint à un champ fixé qui est l'humain.
Donc, vous voyez le principe de cette représentation par des graines d'information qui, finalement, nous permet de naviguer de manière très, très riche et très adaptée aux situations dans une base d'information qui va permettre d'aller sur d'avoir accès, par exemple, à des informations complémentaires. Là, je vais me focaliser sur Félix Luschka. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments attachés. J'ai un lien associé ici. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'éléments attachés? Si j'active ce lien, je vais voir effectivement la fiche comportait moins d'éléments. Donc, j'en ai mis moins. Mais dès que ces éléments seraient complétés, on pourrait aller sur une fiche plus complète. Voici la fiche de l'intéressé. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu mettre ces autres fonctions en mettant d'autres rôles et relier au colloque, relier aux actes, comme vous avez pu le voir dans la précédente démonstration. Alors, je vais vous montrer, pour terminer cette présentation sur Laboratoire l'humain, finalement, un autre démonstrateur qui va utiliser exactement les mêmes données, les mêmes informations, donc les mêmes graines, mais cette fois-ci intégrées dans une approche plus site web. Voilà, ce petite maquette va extraire du graphe précédent un certain nombre d'informations. Vous avez, par exemple, concernant les membres, la liste des membres et thèmes de recherche avec l'extraction des 9 membres et pour chacun des membres, les rôles associés, donc membres permanents de l'humain, et pour certains, directeurs ou responsables d'axe. À côté également, les différents thèmes de recherche. Là, on a 2 thèmes pour Arnaud Richard, et puis un autre lien, celui de la page web. Donc, vous avez les 9 membres permanents, et ça, c'est extrait du graphe qui est représenté ici avec d'autres couleurs, mais c'est complètement extrait de ce graphe-là. Si je m'intéresse aux axes, prenons les axes. Voilà, donc là, cette fois-ci, j'ai la répartition des membres par axe. Axe 1, l'ensemble des membres. Et dans les relations entre les membres et les axes, j'ai indiqué dans la relation le pourcentage associé. Donc, qui était lui-même mis sur le site web. Donc, si on additionne les pourcentages, on retrouve des totaux, 175, 515 et 210 pour les 3. Et toujours dynamiquement, voici la répartition pour les différents membres de l'axe en fonction des temps consacrés. Je vois par exemple que Christa est à 20% sur l'axe 1, elle va être sur l'axe 2 à 80%, mais elle ne sera pas sur l'axe 3. À l'inverse, certains sont sur les 3 axes. Si je prends Jérémy, lui, il est 60% sur l'axe 1. Je vais le retrouver ici à 30% sur l'axe 2 et enfin à 10% sur l'axe 3. Donc, ça c'est entièrement dynamique. Hein. C'est construit dynamiquement. Si je change les données, je vais avoir une répartition qui va se recalculer. Et troisième partie, cette fois-ci, je me focalise sur les mots-clés associés. Donc, j'ai 62 mots-clés au total qui ont été renseignés.
Et j'ai indiqué ici un filtre des mots-clés par auteur. Donc, classés par ordre alphabétique, ces 62 mots-clés sont ici. On voit que décolonialisme, c'est un mot-clé associé à Arnaud Richard, accompagnement à Christia Pélissier, et ainsi de suite, pour l'ensemble des mots-clés par auteur. Alors, ça devient un petit outil de recherche des mots-clés, chose qu'on ne pouvait pas faire dans l'organisation précédente, où on avait un mode d'entrée hiérarchique de l'information et non pas multiniveau, multicritère. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que finalement, là, j'ai simplement une liste, mais j'ai rajouté ici un outil de recherche par mots-clés où je vais chercher non pas simplement sur l'humain, mais sur toute la base qui est derrière. Et vous avez vu que dans la base derrière, vous aviez des mots-clés issus d'articles du colloque MTO, et typiquement, des ouvrages sur l'hypertexte. Si je cherche le mot-clé transformation, je vais chercher, en plus des 62, sur les 62 mots-clés, je vais chercher sur une base plus complète alors, ce site est vraiment un prototype construit avec des outils de démonstration. Ce n'est absolument pas un produit. Hein. Je crois que les temps de réponse sont un peu longs, ou alors celui-là est prêt. Voilà, alors j'aurais dû effacer avant, donc je vais commencer à saisir. Transformation. Bon, peut-être j'ai modifié au dernier moment quelque chose, c'est pas grave. Je vais revenir sur l'agir. Je vais revenir sur l'exemple qui était ici. Vous voyez que dans les 62 mots-clés, nous avons agir enseignant de Christa, agir participant, et puis agir scientifique. Donc, l'agir associé à 3 mots, enseignant, participant, scientifique. Or, si je rentre l'agir informationnel, bon, cette fois-ci, c'est un problème de temps de réponse. Hein. Je vais le réactiver pour essayer d'avoir la réponse. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous rencontrez... Alors, je reprends mon tableau, je me reconnecte. Ah, ça semble qu'il y avait besoin d'une reconnexion. Ben, je vais repartir sur... Voilà, je voulais vous montrer cet exemple de transformation pour une raison simple. Ça marchait aussi sur l'agir. Voilà la liste des mots-clés. Transformation, en fait, c'est un mot-clé qui a été utilisé par Christa et Daniel Bonnet dans un autre champ, le champ MTO. Parce qu'en fait, Christa a été auteur d'un article dans l'ouvrage MTO, et même si ce mot-clé n'a pas été et n'est pas rattaché à l'humain, en fait, ça fait partie des mots-clés de ses productions. Et je vois qu'un autre auteur a ce même mot-clé, donc je pourrais retourner sur le graphe, aller chercher l'article qui avait ce mot-clé. Je vais revenir sur agir informationnel.
ou agir participant. Agir participant, c'est bien le mot-clé associé à Christa dans le champ de l'humain, et agir informationnel, c'est un mot-clé associé à l'auteur Anne Cordier, cette fois-ci dans l'ouvrage Hypertexte de 2017. Voilà. Donc, cette fois-ci, on ouvre complètement les collaborations à la recherche, finalement, à différentes... on connecte entre eux des domaines de recherche, des auteurs, en ayant simplement une représentation avec un jeu de descripteurs extrêmement simple, puisqu'on se limite à 10 descripteurs. Je vais revenir à la présentation. Finalement, pour montrer, et je vais conclure sur cette partie sur un principe très simple. Donc, voilà, on était sur la démonstration. En fait, qu'est-ce qui se passe en coulisses par rapport à tout ce que vous avez vu? C'est une organisation de l'information, une question d'architecture de l'information, avec des graines et des 3 types de relations qui permettent de transformer l'organisation, c'est-à-dire de la transformer dans le sens où on va travailler différemment. On va travailler différemment en adoptant une autre forme d'organisation de l'information. Et c'est ce qui se passe quotidiennement. Dès qu'on organise, cela transforme. Et réciproquement, si on transforme l'organisation, on a besoin de réorganiser l'information. Et cette double boucle qui fonctionne en continu pose parfois un petit problème au centre, c'est qu'on a soit la première roue tourne par la seconde, soit la seconde tourne par la première, où les vitesses sont différentes, ce qui introduit des perturbations dans ce mécanisme. Voilà, donc l'important est finalement de ce que l'on peut maîtriser, c'est avant tout l'organisation de l'information pour accompagner une transformation la plus harmonieuse possible. Pour aller plus loin, et on reviendra peut-être sur cette dernière slide, mais comme j'ai déjà pris beaucoup de temps, je voudrais redonner la parole à Christa pour la 3e partie, et l'écran sur lequel je suis passé rapidement, on y reviendra éventuellement suite à vos questions. Très bien. Oui, dans cette dernière partie, à travers la présentation qui vous a été faite, que peut-on faire de cette application? On vous l'a exposé dans une vision donc prototypique, donc pas industrielle. On l'a présenté avec, on va dire, des capacités. Tout à l'heure, on a montré que l'agir scientifique que j'écrivais dans mes articles scientifiques pouvait être un jour confronté à l'agir transformationnel qui est proposé par une autre auteure que je ne connais pas. Donc, on peut me solliciter, ou je peux me solliciter moi-même pour aller rencontrer cette personne et peut-être écrire prochainement un article sur le concept d'agir, par exemple. Donc, tout ça pour dire qu'on est à la fois sur du bilan. On a vu à travers les différents diagrammes qui ont été produits un état de la répartition de l'activité, soit avec des camemberts, soit avec des chiffres. On a un projet, celui d'une stratégie collective, comme je le disais, peut-être un des axes sur le prochain plan, ça peut être sur l'agir, en me demandant à moi, bien sûr, d'aller vers d'autres disciplines qui sont proposées par d'autres acteurs que j'ai pu rencontrer dans le cadre d'MTO. Donc, on a à la fois des collaborations émergentes avec les projets,
mais aussi des orientations thématiques telles que l'agir, auxquelles je n'avais pas du tout pensé avant de rencontrer Eric, et bien sûr une question de répartition des membres. Comment, par exemple, les 3 axes dans lui-même prennent-ils forme à travers les publications et le travail, pas seulement des publications, mais aussi des appels à projets, des expertises qu'on nous demande de faire et l'encadrement des doctorants. Et puis, à partir, ça c'est les 2 points qui ont été plus particulièrement soulignés, à partir de là, on peut aussi se poser des questions sur l'information et la formation. Si j'ai un travail que je mène depuis des années et le graphe de Eric l'a mis en valeur sur la notion d'agir, pourquoi pas proposer dans les thèses des thématiques autour de cette notion d'agir, mais aussi proposer sur le site les différentes façons d'interpréter cette notion d'agir qui semble récurrente dans la communauté depuis peu de temps ou peut-être prochainement. Et enfin, dernier point qui me semble peut-être secondaire, mais important quand même, ce sont des responsabilités qui génèrent chez nous de l'émergence. C'est parce que nous sommes responsables en local d'une, je ne sais pas, ça peut être d'une organisation ou d'une manifestation, qui font qu'on s'engage et on engage des membres qui vont apparaître dans nos cercles. Et bien sûr, ce cercle va changer au fur et à mesure des années et peut-être nous projeter dans de futures collaborations. Donc, les responsabilités, elles ne sont pas anodines dans nos activités. Elles permettent à la fois de positionner notre travail actuel, mais peut-être aussi de nous projeter. Et l'outil que Eric vous a proposé, selon moi, vous questionne sur ce que vous êtes et peut-être sur ce que vous pourriez devenir, que ce soit au niveau individuel, au niveau d'une équipe ou au niveau d'une unité. Voilà, je voulais, pour terminer, vous mettre cette diapositive sur des travaux qui existent quand même sur cette activité de l'auteur scientifique avec de la bibliométrie. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux travaux qui parlent lorsqu'on nous demande d'évaluer et de quantifier nos activités, on nous dit par exemple, on peut mettre en place des statistiques pour savoir combien de fois nous sommes cités, pour savoir si au moins de nos articles sont cités. Est-ce qu'on a des qualités d'auteurs qu'on attend qui nous citent? Est-ce qu'on a des qualités de revues dans lesquelles nous publions? Est-ce que nous avons des dates d'articles qui peuvent être dans un temps donné particulier, noter par exemple une thématique? Si nos articles apparaissent dans 3 ou 4 revues, est-ce que ces revues ont un lien thématisé? Et est-ce que ces articles-là, s'ils ont un lien thématisé, est-ce qu'il faut poursuivre le travail sur cette thématique ou pas? Et on a aussi des travaux sur, bien sûr, l'actualisation des bibliographies telles que le propose sur HAL, où à la fois cette information peut être présentée qu'une fois, mais aussi présente après sur différents sites ou différents lieux avec une dynamique de mise à jour. D'autres paramètres à partir des travaux de recherche sont en cours. On parle de mesurer l'activité d'une unité à travers le nombre de collaborations internationales. Cela dit, faut-il encore qu'elles soient visibles? Or, à travers les outils aujourd'hui du web, toutes nos relations internationales ne sont pas notées. À travers l'outil que vous a présenté Eric, il me semble pertinent de pouvoir noter nos collaborations internationales en interne, mais aussi de pouvoir dire que des articles n'ont pas été acceptés, nous les avons écrits, nous les avons pensés. Donc, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une publication officielle, eh bien, peut-être qu'on peut le spécifier et bien sûr le quantifier. On a des vitesses liées à un axe de recherche ou on va dire une thématique telle que l'agir et qui permettrait de voir comment ça mûrit, enfin qu'une thématique émerge, une thématique mûrit et peut-être une thématique décline, il faut aussi l'entendre. Et on a aussi des effets de mode qui sont très liés à des aspects financiers, mais aussi à des laboratoires de recherche qui souhaitent se mettre en avant. Donc, on peut se poser aussi la question de notre identité à travers cet outil, notre identité, mais aussi celle des autres. Tout à l'heure, on a vu que les deux ouvrages qui étaient MTO et sur l'hypertexte n'étaient pas liés, mais pourquoi un jour on ne les lirait pas? Pourquoi est-ce que nos activités de recherche qui sont peut-être très localisées dans un type de revue, un jour on ne les unirait pas? Eh bien, peut-être par les mots-clés, ce que vous a proposé Eric, on pourra trouver un point d'accroche, un mot-clé commun, ou peut-être un auteur qui aurait publié dans les 2 ouvrages et sur lequel on pourrait s'appliquer, on pourrait se focaliser sur cet acteur pour pouvoir construire autre chose à l'interface de 2 communautés. Voilà, tout ça pour conclure, et je dirais que
l'idée, c'est d'offrir un outil de visualisation de nos activités, à la fois ciblé et global. Il me semble qu'au-delà de l'état final de nos activités qui apparaît, qui nous est obligatoire dans 5 ans, on a peut-être une stratégie pour mesurer nos activités et anticiper nos activités dans la durabilité, dans le temps. On nous permettra par cet outil aussi d'établir des indicateurs et peut-être une auto-évaluation, peut-être que je pourrais qualifiée d'anticipatrice institutionnelle. On nous parle toujours de bilan institutionnel, mais peut-être qu'on pourra anticiper ces demandes en ayant en amont ces différentes données et il ne resterait plus à la fin que l'idée de les interroger selon des indicateurs que nous aurions pensés, bien sûr, mais qui permettraient de générer, comme Eric vous l'a montré, des graphiques assez rapidement et peut-être une autre vision du laboratoire dans sa dynamique et dans ses individualités ou son originalité. L'idée du terrain ne doit pas rester obscure, hein, il ne doit pas être masqué derrière nos listes de publications, bien au contraire. Et l'idée que cet outil permette de nous projeter et d'anticiper nos activités nous permettra peut-être de mieux fonctionner. Dernière petite chose, c'est les éléments qui des fois aussi sont masqués sur nos prises de décision. On a plusieurs niveaux, on a l'enseignant, chercheur. J'insiste bien sur l'enseignant parce que le chercheur est souvent associé à l'enseignant. Hein, nos activités de recherche colorent beaucoup nos enseignements. On a des doctorants qui vont se projeter derrière un avenir et une gouvernance qui nous demande des organisations et toujours plus sur des bilans intermédiaires et finaux. On a des services qui, pour certains, on les sollicite pas ou mal. Donc, à travers cette visibilité des activités, on pourrait envisager des thématiques de fonctionnement ou des nouvelles organisations ou peut-être tout simplement des formations pour permettre à ces gens-là de mieux fonctionner avec nous. Et enfin, d'un point de vue méta, l'idée, c'est d'avoir une histoire, un historique et d'anticiper des besoins pour un présent et surtout un futur pour mieux accompagner nos étudiants qui soient en doctorat ou après le doctorat. Voilà, dans bien sûr une dimension éthique de respect de nos institutions et de nos attendus institutionnels. Voilà, je ne sais pas si Eric, tu veux... Je te laisse le dernier mot. Je crois que ça serait important effectivement d'écouter le public, même s'il n'est peut-être pas très nombreux, je pense qu'il est de qualité. Cette présentation a été peut-être un petit peu, a pu sembler éveiller des questions en vous, donc j'aurais tendance à... Je propose de laisser la parole et j'introduirai la dernière slide en fonction des retours et des questions.